Ils m'ont licencié avec effet immédiat. La nouvelle vice-présidente a dit, levant à peine les yeux de son portfolio de designer, livrez-nous le système logistique, dans son intégralité. J'ai souri calmement. Je crains que ce ne soit pas possible. Il ne vous appartient pas. Quand j'ai activé l'interrupteur d'arrêt, à 14h47, par un mardi après-midi, 847. Camions à travers le corridor industriel de Memphis ont cessé de recevoir leurs données d'itinéraire. Les feux de circulation se sont figés, en plein milieu d'eux. Leur cycle. Les affectations des quais de chargement se sont éteintes. 4 ans et 8 mois de coordination logistique parfaite sont morts, en l'espace de 3 secondes. Et j'ai regardé tout cela se produire, depuis une banquette en vinyle chez Mickey's Dîner, en sirotant un café noir, pendant que l'empire d'Amanda Pierce s'effondrait en temps réel sur l'écran de mon ordinateur portable. Mais je m'égare. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Marcus Thompson. J'ai 48 ans, et je dirige un cabinet de conseil indépendant en système de transport, depuis 23 ans. J'ai commencé juste après avoir quitté l'armée, où j'ai passé 6 ans à gérer la logistique de convois de ravitaillement, dans des endroits assez inhospitaliers. J'ai appris très vite que, lorsque votre système de routage échoue, les gens ne se contentent pas de rater des échéances, ils meurent. Je vis dans une maison de plein pied descente, à environ 20 minutes de Memphis, dans le Tennessee. J'ai un atelier dans le garage, où je construis des interfaces matérielles personnalisées. Pas de site web tape à accent grave l'œil, pas de publication LinkedIn sur les solutions synergiques. Mes clients me trouvent lorsque leur réseau de distribution tombe en morceaux, et que l'emploi de quelqu'un ne tient plus qu'à un fil. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec Apex Freight Solutions, il y a 4 ans et 8 mois. Bobby Martinez, leur chef des opérations à l'époque, m'a appelé un jeudi matin. Sa voix avait ce ton tendu que l'on entend, lorsqu'un homme voit sa pension s'évaporer. Marcus, nous venons de rater notre 4e audit de conformité du ministère des Transports, en 2 ans. L'autorité de transport de l'État parle de nous. Retirer nos permis inter-État. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne comment ce truc fonctionne réellement, pas d'un consultant qui a appris la logistique dans un manuel. Bobby était de la vieille école. Il avait gravi les échelons en chargeant des camions, bien avant que les ordinateurs ne dirigent tout. Il comprenait que derrière chaque tableau de bord et chaque interface sophistiquée, il y a de la machinerie réelle, qui doit fonctionner dans le monde physique. Quand je suis entré dans leurs installations pour ce premier jour, le chaos était flagrant. Des camions faisaient la queue au quai de chargement, sans aucune coordination. Des chauffeurs restaient inactifs, pendant que les répartiteurs passaient des appels téléphoniques, essayant de comprendre qui était censé aller où. La circulation s'accumulait à l'entrée principale, car la synchronisation de leur feu était bloquée sur un modèle par défaut, datant de 1998. Nous avons 3 logiciels différents qui ne communiquent pas entre eux, m'a expliqué Bobby, en me faisant visiter l'entrepôt. La répartition utilise un programme. Les équipes de chargement en utilisent un autre, et le contrôle du trafic est essentiellement manuel. À chaque changement d'équipe, nous perdons 2 heures, juste pour essayer de synchroniser tout le monde. J'ai passé les 18 mois suivants à leur construire un véritable système. Pas un logiciel prêt à l'emploi, qui fonctionne à peu près si vous pliez votre opération pour l'adapter, mais des algorithmes de routage personnalisé, qui ont appris les schémas de synchronisation spécifiques du fret de Memphis. Une synchronisation des signaux qui communiquaient réellement avec les infrastructures de la ville. Une intégration GPS qui suivait chaque véhicule en temps réel, et ajustait les horaires de manière dynamique. 120 000 lignes de code. Chaque algorithme, chaque structure de base de données, chaque interface matérielle a été construite à partir de zéro, et testée jusqu'à ce qu'elle fonctionne sans faille. Les résultats ont été immédiats.
0 fenêtre de livraison manquée. Plus de congestion au quai. Les camions circulaient dans le corridor comme une machine bien huilée. Les auditeurs de l'État sont passés 2 fois après la mise en œuvre, et n'ont pas pu trouver un seul problème de conformité. Bobby m'envoyait des emails avec du fond. Pas des remerciements d'entreprise, mais des rapports détaillés sur les améliorations d'efficacité et les économies de coûts. Il comprenait ce qu'il payait, plus important encore, ce qu'il obtenait. Le contrat était limpide. Il louait l'accès opérationnel à mon système. Je conservais la pleine propriété de tout le code, des algorithmes et de l'infrastructure. Bobby l'a signé sans hésitation, car il comprenait la différence entre utiliser quelque chose et le posséder. Pendant plus de 4 ans, tout a fonctionné parfaitement. Les paiements mensuels arrivaient à l'heure. Le système fonctionnait exactement comme prévu. Bobby m'appelait occasionnellement pour des questions d'optimisation ou des possibilités d'expansion, toujours respectueux des limites que nous avions établies. Puis Bobby a pris sa retraite. Amanda Pierce est arrivée 3 semaines plus tard, avec son MBA de Northwestern et son portfolio en cuir, qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de camion. La trentaine, des vêtements de créateur, et ce genre de sourire confiant que les gens portent lorsqu'ils pensent venir d'hériter des clés du royaume. Son premier email n'était ni une salutation, ni une introduction. Objet, révision. De l'optimisation des dépenses des fournisseurs. Le message était du pur langage d'entreprise, parlant d'analyse des dépenses récurrentes et d'évaluation de la dépendance envers les tiers. Ma facture n'avait pas changé en plus de 4 ans. Même montant, même calendrier, même portée de travail. Mais Amanda a vu une ligne sur une feuille de budget, et a immédiatement supposé qu'il y avait du gaspillage à couper. J'ai répondu poliment, en joignant le contrat original et un bref résumé des mesures de performance du système. Une courtoisie professionnelle, rien de plus. Sa réponse est arrivée en moins de 2 heures. Nous devons planifier une révision complète de tous les accords de service externes. Veuillez préparer la documentation pour une évaluation interne des cadres opérationnels. Cadres opérationnels. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur Amanda Pierce. Elle était le genre de cadre qui pensait qu'une infrastructure technique complexe pouvait être comprise en lisant des puces sur une diapositive PowerPoint. J'ai commencé à me préparer. Non pas une documentation pour son évaluation, mais les outils dont j'aurais besoin lorsque cette conversation prendrait la direction exacte que j'imaginais. 3 jours plus tard, l'email que j'attendais est arrivé. Objet, exigence du progiciel logiciel. Amanda demandait une copie complète du système, pour une évaluation interne et une planification potentielle de transition. C'est là que j'ai su avec certitude. Elle ne voulait pas réviser notre accord de service. Elle voulait voler mon système. J'ai rédigé une réponse techniquement exacte et totalement inutile. Heureux de fournir tout ce qui est inclus dans votre contrat de location actuel. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai navigué vers la console d'administration qui contrôlait chaque aspect de leur opération, et j'ai commencé à préparer l'éducation d'Amanda Pierce sur la différence entre accès et propriété. La leçon était sur le point de commencer. Le lendemain matin, un autre email d'Amanda est arrivé. Objet, demande de clarification du contrat. Elle voulait savoir si le cadre de logique opérationnelle appartenait à Apex Frect. Solution. Cadre de logique opérationnelle. C'est ainsi qu'elle appelait 4 ans et 8 mois d'algorithmes de routage sur mesure, de protocoles de synchronisation du trafic et de moteurs d'optimisation en temps réel. Comme s'il s'agissait d'un actif d'entreprise, qu'elle pouvait inventorier. Transférer entre les départements. J'ai fait une capture d'écran de la clause contractuelle pertinente, et je la lui ai renvoyée. Texte en gras, impossible à mal interpréter.
Toute la logique du système, la conception, l'architecture. Le code source reste la propriété exclusive de Marcus Thomson. Sous licence. Pour un usage opérationnel uniquement. Pas de revente, pas de reproduction, pas d'œuvres dérivées. Bobby avait parfaitement compris cette clause lorsqu'il l'avait signée. On n'achète pas un système logistique personnalisé comme on achète du mobilier de bureau. On prend une licence d'accès à une infrastructure qui a nécessité des années de développement, et qui nécessite une maintenance continue de la part de la personne qui l'a construite. 2 heures plus tard, la réponse d'Amanda tombait dans ma boîte de réception. Nous allons passer à des solutions d'infrastructure interne, avec effet immédiat. Merci pour vos services. C'était tout. Pas de discussion, pas de planification de transition, aucune reconnaissance du fait qu'elle était sur le point de déconnecter le système nerveux central de toute leur opération. Juste du langage d'entreprise pour dire « vous êtes viré, et nous gardons vos affaires ». Je me suis adossé à ma chaise de bureau, et j'ai regardé par la fenêtre vers mon atelier. À l'intérieur de ce garage aménagé se trouvait le panneau de contrôle physique, que j'avais construit spécifiquement pour le système Apex. Une interface matérielle personnalisée, avec des interrupteurs dédiés pour chaque sous-système majeur. Contrôle du trafic, affectation des quais, optimisation des itinéraires, suivi GPS. Tout cela passait par des circuits que j'avais soudés à la main. Amanda Pierce n'avait aucune idée de l'existence de ce panneau de contrôle. Elle pensait que le système n'était qu'un logiciel fonctionnant sur leurs ordinateurs. Elle allait apprendre la différence entre une interface utilisateur et une infrastructure réelle. 4 jours après son email de licenciement, une invitation calendrier est apparue. Discussion sur la transition de service. Jeudi, 14h, heure centrale. Pas d'ordre du jour, pas de contexte. Juste un titre de réunion qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que ce soit une simple conversation de passage de relais. J'ai rejoint l'appel vidéo avec 5 minutes d'avance. Chemise boutonnée. Propre. Arrière-plan montrant mon bureau à domicile, avec ma licence d'ingénieur. Et mes certificats de recommandation de l'armée visibles sur le mur. Apparence professionnelle, rien d'ostentatoire. Amanda s'est connectée avec 3 minutes de retard, s'installant dans son fauteuil avec cette expression. Satisfaite qu'on les cadre, lorsqu'ils pensent avoir résolu un problème complexe par une simple réduction des coûts. Une femme de l'approvisionnement s'est jointe ensuite. Michelle Roberts, selon son nom d'écran. Puis une femme plus jeune, qui semblait à peine sortie de l'université. Jenny Pierce, probablement la nièce d'Amanda, à en juger par le nom de famille. Et la façon dont elle déférait à chaque commentaire. Bobby Martinez n'était nulle part en vue. Pas surprenant. Il avait probablement déconseillé toute cette approche, et Amanda avait décidé que sa perspective de la vieille école n'était plus pertinente pour les pratiques commerciales modernes. Marcus, merci de vous joindre à nous, a commencé Amanda. Son ton suggérait qu'il ne s'agissait que d'une tâche administrative de routine. Nous avons pris la décision de ramener la gestion de l'infrastructure en interne. Nous apprécions tout votre travail jusqu'à présent, mais nous sommes prêts à prendre le contrôle des opérations en interne. Prendre le contrôle. Comme si cliquer sur une interface utilisateur était la même chose que faire fonctionner le système sous-jacent. J'ai gardé une expression neutre. Vous mettez fin au contrat de location. Est-ce exact? Exact. Amanda s'est penchée en arrière sur sa chaise, comme si elle attendait des félicitations pour son leadership décisif. Nous aurons besoin de la remise complète de tout le code, des diagrammes de système et des identifiants de back-end. Processus de transition standard. Michelle Roberts a hoché la tête en signe d'approbation. Jenny Pierce tapait des notes sur ce qui était probablement une liste de contrôle de conformité.
Elles avaient orchestré cela comme une résiliation de fournisseur de routine. Je n'ai pas bougé. Vous n'êtes pas autorisé à accéder à l'infrastructure de base. Votre accord couvre l'utilisation opérationnelle des sorties du système. Vous n'avez jamais acheté les droits de propriété. Le sourire confiant d'Amanda a vacillé, juste un instant. Nous avons payé pour le développement de ce système, Marcus. Cela en fait notre propriété intellectuelle. C'est une pratique commerciale standard. Je me suis penché légèrement en avant. Vous avez payé pour l'accès à un réseau logistique fonctionnel. Vous n'avez jamais acheté la technologie sous-jacente. Cette distinction est clairement énoncée à la section 4 de votre contrat. Elle a détourné le regard de la caméra, consultant probablement le contrat sur un autre écran. J'ai attendu pendant qu'elle parcourait le langage juridique que Bobby Martinez avait examiné attentivement avec leur équipe juridique il y a 4 ans. Écoutez, a-t-elle dit, tentant de reprendre le contrôle de la conversation. Nous comprenons qu'il puisse y avoir des complexités techniques ici, mais nous sommes préparés à gérer les opérations en interne à l'avenir. Envoyez-nous simplement les fichiers que vous avez, afin que nous puissions maintenir la continuité. Je fournirai tout ce que vous êtes légalement en droit de recevoir, ai-je répondu. Rien de plus. Le silence s'est étiré sur l'appel vidéo. Michel Roberts semblait mal à l'aise. Jenny Pierce a cessé de taper. La mâchoire d'Amanda s'est serrée, alors qu'elle réalisait que cela n'allait pas être le simple transfert d'actifs qu'elle avait prévu. Ce sera parfait, a-t-elle dit finalement, essayant de mettre fin à l'appel. Rapidement. Nous attendons la livraison pour la fin de la journée, demain. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis resté assis, à regarder directement la caméra, pendant qu'elle tâtonnait avec sa souris, voulant manifestement se déconnecter avant que je ne puisse compliquer davantage son calendrier. L'écran est devenu noir, et j'ai fermé mon ordinateur portable. Amanda Pierce pensait comprendre la technologie parce qu'elle savait naviguer dans des interfaces logicielles, et lire des rapports trimestriels sur la performance du système. Elle n'avait aucune compréhension de l'infrastructure physique, du matériel personnalisé, des protocoles de communication dédiés, ou des connaissances spécialisées requises pour maintenir tout cela en fonctionnement. Elle allait recevoir une leçon. Je suis allé dans mon atelier, et j'ai allumé le panneau de contrôle. Chaque voyant lumineux était au vert. Les nœuds de trafic étaient synchronisés. Les calculs d'itinéraire se mettaient à jour en temps réel. Les affectations de quais circulaient fluidement sur le réseau. Le corridor de fret de Memphis fonctionnait exactement comme je l'avais conçu. Ensuite, j'ai commencé à construire le dossier de transition d'Amanda. Une documentation d'aspect professionnel, avec des diagrammes clairs et une terminologie technique impressionnante. Des captures d'écran de l'interface utilisateur, montrant les configurations du tableau de bord et les panneaux de visualisation des données. Tout était poli, officiel, et totalement inutile sans accès au système de contrôle sous-jacent. J'ai passé le reste de l'après-midi à créer le genre de livrable qu'Amanda s'attendait à recevoir. Des supports visuels qui lui feraient croire qu'elle avait obtenu exactement ce dont elle avait besoin, pour diriger l'opération de manière indépendante. Des maquettes d'interface avec des affichages animés. Des diagrammes de système qui montraient le flux logique des opérations. Tout cela était déconnecté de l'infrastructure réelle. À 18 h, j'avais un dossier d'aspect professionnel prêt à être livré. Je l'ai joint à un email avec une seule ligne d'explication, documentation de l'interface système fournie. Conformément à la résiliation du contrat. Aucun accès back-end inclus. J'ai cliqué sur Envoyer, et j'ai regardé le message disparaître dans les systèmes de messagerie de l'entreprise, où Amanda Pierce allait bientôt découvrir la différence entre posséder un volant et posséder le moteur. Ensuite, je suis retourné dans mon atelier, je me suis assis au panneau de
Contrôle, et j'ai posé ma main sur l'interrupteur principal. La véritable leçon allait commencer. Le lendemain matin, je me suis rendu chez Mickey's dîner comme n'importe quel autre mardi. J'ai commandé mon habituel café noir, sans crème, sans sucre, et je me suis installé dans le box d'angle, d'où je pouvais voir le parking par la fenêtre. La serveuse, Nicole, me servait la même commande depuis 3 ans. Elle a hoché la tête, a versé le café, et m'a laissé seul avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert la console d'administration, et j'ai affiché le tableau de bord principal. Tous les indicateurs étaient au vert. Le trafic circulait sans encombre à travers 47 intersections synchronisées. 847 camions recevaient des mises à jour d'itinéraires en temps réel. Les affectations de quais de chargement s'enchaînaient efficacement, à travers 23 installations d'entrepôts. Tout ce qu'Amanda Pierce pensait désormais contrôler passait en réalité par le matériel personnalisé, situé dans mon atelier à 20 minutes de là. À 14h45, mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amanda. Problème pour accéder au système de gestion des itinéraires. Pouvez-vous fournir les identifiants de connexion? J'ai fixé le message pendant environ 10 secondes, puis je l'ai supprimé sans répondre. À 14h47, j'ai basculé l'interrupteur du relais principal. La carte sur mon écran s'est figée instantanément. Chaque indicateur vert est devenu gris. Les flux de données en temps réel sont tombés à zéro. La synchronisation des signaux s'est arrêtée en plein cycle. Tout le réseau de fret de Memphis a cessé de communiquer. J'ai pris une lente gorgée de café, et j'ai regardé 4 ans et 8 mois de coordination logistique parfaite mourir, dans un silence total. Le système n'a pas planté, et n'a pas généré de message d'erreur. Je l'avais conçu pour échouer en douceur. Pas d'alarme, pas de voyant d'avertissement, pas de séquence d'arrêt dramatique. Juste une déconnexion propre de tout contrôle opérationnel. Si quelqu'un essayait de redémarrer l'interface utilisateur, elle se chargerait parfaitement et afficherait les dernières données en cache, créant l'illusion que tout fonctionnait encore. Mais en dessous, plus rien ne communiquait avec quoi que ce soit. Pendant les 8 premières minutes, rien ne semblait anormal à l'observation occasionnelle. Le tableau de bord affichait toujours des indicateurs d'état vert. Les répartiteurs regardant leurs écrans voyaient des schémas de circulation et des affectations de quais normaux. Les chauffeurs déjà en route continuaient à suivre leurs dernières instructions reçues. Mais aucune nouvelle donnée ne circulait. J'ai affiché les flux de caméras en direct des intersections majeures. À 14h55, j'ai vu un camion de livraison attendre à un feu rouge, qui aurait dû passer au vert 30 secondes plus tôt. Le protocole de synchronisation des signaux était figé, incapable de s'ajuster aux conditions de circulation en temps réel. À 15h02, 2 camions sont arrivés simultanément au même quai de chargement. Selon leur système de bord, tous 2 avaient des affectations valides pour la travée 7, au centre de distribution ouest. L'algorithme d'affectation des quais ne fonctionnait plus. Pour éviter les conflits. À 15h15, les effets d'entraînement sont devenus visibles. Le trafic s'accumulait à 4 intersections majeures. Des files d'attente se formaient aux entrées des entrepôts. Les plannings de répartition affichaient tout en vert et à l'heure, mais la réalité du terrain racontait une histoire complètement différente. J'ai rafraîchi ma boîte de réception. Rien encore. Il essayait probablement encore de comprendre pourquoi le système de gestion des itinéraires ne répondait pas aux tentatives de connexion. À 15h22, le premier email confus est arrivé. Objet, petite question, problème de synchronisation des données. Salut Marcus, on a des retards bizarres sur les mises à jour de la file d'attente des quais. Peux-tu jeter un coup d'œil quand tu auras un moment? Merci, Kevin Walsh. Kevin était l'un de leurs
Superviseur des opérations. Un bon gars, un ancien militaire comme moi. Il comprendrait ce qui se passait une fois qu'il l'aurait analysé. Mais pour l'instant, il ne voyait que des symptômes. Je n'ai pas répondu. À 15h35, les emails arrivaient toutes les quelques minutes. Les données d'itinéraire ne se mettaient pas à jour. Problème de synchronisation des feux à la porte nord. Plusieurs camions affectés au même quai. Toujours poli, supposant. Toujours qu'il s'agissait d'un petit pépin technique, qui pourrait être résolu par un coup de fil rapide. À 15h41, mon téléphone a commencé à sonner. Un numéro inconnu de Memphis. J'ai laissé passer sur messagerie. Puis un autre appel d'un numéro différent. Puis un troisième. La panique commençait. J'ai consulté les journaux du système, et j'ai regardé les demandes de connexion marteler inutilement le package de démonstration que l'équipe d'Amanda essayait de faire fonctionner comme une infrastructure réelle. Des centaines de tentatives de négociation échouaient. Chaque demande revenait vide, car il n'y avait aucun système réel derrière l'interface. Ils essayaient de conduire une voiture, en utilisant seulement une photographie du tableau de bord. À 16h, la situation s'était considérablement détériorée. Un embouteillage général à 6 points de passage majeurs. Des conflits de quais de chargement dans 11 installations différentes. Les calendriers de livraison accusaient un retard moyen de 47 minutes sur tout le réseau. Et quelque part, dans un immeuble de bureau d'entreprise, Amanda Pierce fixait probablement des écrans d'interface utilisateur, qui montraient toujours que tout fonctionnait normalement, se demandant pourquoi la réalité ne correspondait pas à ces données. À 16h12, un email est arrivé avec des drapeaux de priorité rouge. Objet. Urgence échec système critique. Multiples conflits opérationnels. Aucune réponse. Des commandes de routage. Affectation de quais complètement désynchronisés. Besoin d'un soutien immédiat. Cela affecte notre statut de conformité. Veuillez répondre dès que possible. Michel Roberts. La politesse d'entreprise se fissurait. Il commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un bug mineur. J'ai fermé l'email sans lire le reste, et j'ai vérifié le calculateur d'impact financier que j'avais intégré à mes outils de surveillance. Estimation prudente, 180 000 $ de pertes quotidiennes, dues aux livraisons retardées, aux horaires manqués et aux violations de conformité. Le chiffre réel était probablement plus élevé, une fois que l'on prenait en compte la satisfaction client et les pénalités contractuelles. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Amanda, situation d'urgence. Appelez immédiatement. J'ai supprimé le message. À 16h23, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant affichait Apex Freight, département juridique. J'ai décliné l'appel, et je l'ai regardé passer sur messagerie. Puis un autre. Appel d'un numéro masqué. Décliné. À 16h30, j'avais 47 appels manqués et 23 messages vocaux non lus. Le corridor de fret de Memphis subissait ce que l'armée appellerait une défaillance systémique en cascade. Plus rien ne se coordonnait. Les chauffeurs prenaient des décisions de navigation basées sur des données périmées. Les répartiteurs donnaient des instructions contradictoires. Les directeurs d'entrepôt essayaient d'assigner manuellement l'espace au quai, alors que leurs ordinateurs insistaient sur le fait que tout fonctionnait parfaitement. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur, et j'ai commencé à taper. Proposition de restauration d'urgence du système. Conditions, paiement du par. Virement bancaire avant réactivation. Tarif, 2,5 fois le forfait mensuel standard, pour un service de restauration immédiate. Durée, fenêtre d'urgence de 72 heures. Conditions, reconnaissance. Total des conditions de service et de la propriété intellectuelle. J'ai joint le document à un email adressé à Amanda Pierce, au conseiller juridique, et au
Directeur des opérations. Objet, service de restauration d'urgence. Disponible. Ensuite, j'ai cliqué sur Envoyer, et j'ai commandé une autre tasse de café. La phase d'éducation était terminée. Venez maintenant la négociation. À 16h47. L'invitation calendrier est arrivée. Conférence téléphonique d'urgence, 17h. Heure centrale. Réponse immédiate requise. Pas de langage poli cette fois. Pas de politesse d'entreprise. Juste de la panique en majuscule. J'ai rejoint l'appel à 16h58. Apparence professionnelle, calme, assis dans mon bureau à domicile avec mes certificats d'ingénieur visibles en arrière-plan. L'écran s'est rempli de cadres stressés, à divers stades de gestion de crise. Henry Coleman, une sorte de vice-président, s'est joint en premier. Cravate desserrée, manches retroussées, l'allure d'un homme qui venait de passer les 2 dernières heures en réunion d'urgence. Puis est arrivé le conseiller juridique. 2 avocats, l'un prenant des notes rapides sur un bloc-notes, l'autre examinant des documents sur un second moniteur. Kevin Walsh, le directeur des opérations, est apparu ensuite. J'avais travaillé avec Kevin lors de la mise en œuvre originale. Ancien de la logistique, de la marine, il comprenait la pensée systémique. Il semblait épuisé, mais pas surpris, comme s'il attendait cette conversation. Depuis des mois. Amanda Pierce était déjà dans l'appel quand je me suis connecté, positionné dans le coin inférieur de l'écran. Petite fenêtre, micro. Coupé, langage corporel suggérant qu'elle avait été exclue de la direction de sa propre crise. Personne n'a dit bonjour. Henry s'est raclé la gorge, et a plongé directement en mode gestion des dégâts. Marcus, nous apprécions que vous vous joigniez à nous si vite. Nous faisons face à ce qui semble être une interruption majeure du système. Nos opérations sont effectivement paralysées, et nous devons comprendre nos options pour une restauration immédiate. J'ai hoché la tête une fois. Votre buy system a été résilié hier. Si vous voulez restaurer l'accès opérationnel, les conditions sont détaillées dans ma proposition de service d'urgence. La conseillère juridique s'est penchée vers sa caméra. Marcus, nous avons examiné votre proposition. Certaines des conditions financières semblent élevées, compte tenu des circonstances. Tarification d'intervention. D'urgence, ai-je répondu. Pratique standard lorsque des infrastructures critiques tombent en panne pendant les heures de bureau. Kevin Walsh a pris la parole, la voix serrée par la fatigue. Marcus, nous avons 23 entrepôts complètement hors ligne. Le trafic s'accumule sur tout le corridor. Les violations de conformité s'accumulent d'heure en heure. Nos assureurs posent déjà des questions. Il a jeté un coup d'œil hors champ vers quelque chose. 4 clients majeurs ont appelé en menaçant de résilier leur contrat, si nous ne rétablissons pas des opérations normales d'ici demain matin. Henry est intervenu à nouveau. Écoutez, nous comprenons qu'il y a pu avoir des problèmes de communication lors du processus de transition, mais nous devons nous concentrer sur les solutions. Pouvons-nous discuter d'une modification des conditions d'urgence? Non. Le mot seul est resté suspendu dans l'air. Pas d'explication. Pas de négociation. Pas d'aller-retour d'entreprise. Juste un simple constat. Amanda a finalement réactivé son micro. C'est déraisonnable, Marcus. Vous prenez toute notre opération en otage, à cause d'un différend contractuel. J'ai regardé directement la caméra. Vous avez mis fin à mes services, et exigé la remise d'une infrastructure que vous n'avez jamais achetée. Je vous ai fourni exactement ce que votre contrat vous donnait le droit de recevoir. Rien de plus. Rien de moins. Elle a commencé à répondre, mais Henry l'a coupée d'un regard tranchant. La conseillère juridique a tenté une autre approche. Considéreriez-vous une structure de paiement modifiée?
Peut-être des versements sûrs. Virement. Bancaire uniquement. Paiement intégral avant réactivation. Kevin Walsh sait. Penché en avant. Marcus. Quel est le délai de restauration une fois le paiement confirmé? 20 minutes, ai-je dit. Le système revient en ligne immédiatement après que j'ai confirmé le transfert des fonds. Henry a regardé son équipe juridique. Puis il a regardé la caméra. Nous avons besoin de 5 minutes pour discuter en interne. Pouvez-vous rester en ligne? J'ai hoché la tête. Je serai là. Ils sont passés dans une salle de réunion privée, me laissant seul sur l'appel. Avec le carré vidéo muet d'Amanda. Elle fixait la caméra comme si elle voulait dire quelque chose. Elle ne l'a pas fait. J'ai pris une gorgée de café et j'ai vérifié mes emails. La proposition d'urgence avait été transférée à au moins 8 personnes différentes dans leur organisation. Services financiers, services juridiques, opérations, même leur assureur. Tout le monde essayait de comprendre comment une simple résiliation de fournisseur s'était transformée en une crise menaçant l'entreprise. 6 minutes plus tard, ils sont revenus dans l'appel principal. L'expression d'Henry était passée du désespoir à la résignation. Le service juridique. Initiez le virement maintenant. Cela devrait être fait d'ici 30 minutes. Faites-moi savoir quand il arrivera sur mon compte, ai-je dit. 22 minutes plus tard, mon application bancaire a carillonné pour une notification de transfert. Entrant. Paiement confirmé, montant correct, aucune complication. Je suis allé dans mon atelier, je me suis assis au panneau de contrôle, et j'ai remis l'interrupteur du relais principal sur actif. Chaque écran de ma maison s'est illuminé d'indicateurs verts. Les nœuds de trafic se sont reconnectés en séquence. Les calculs d'itinéraire ont repris. Les affectations de quais se sont mises à jour. En temps réel. Le suivi GPS est revenu en ligne. Le corridor de fret de Memphis a repris vie. Comme si quelqu'un venait de redémarrer le système circulatoire d'une zone métropolitaine majeure. Je suis revenu à l'appel vidéo, où tout le monde attendait encore. Le système est opérationnel, ai-je annoncé. Tous les services sont rétablis. Henry a hoché la tête. Nous apprécions la rapidité de la réponse. J'ai dit calmement, je n'ai pas fait cela rapidement. Je l'ai fait selon les termes que vous avez acceptés. Personne n'a répondu. La caméra d'Amanda était toujours allumée, mais elle n'avait pas dit un mot depuis son commentaire sur l'otage. J'ai quitté l'appel sans cérémonie. Pendant les 48 heures suivantes, j'ai surveillé les performances du système depuis ma table de cuisine. Tout a fonctionné sans faille. Le trafic s'est synchronisé parfaitement. Aucun conflit de quai, aucun problème de conformité, aucune fenêtre de livraison manquée, et aucune communication de la part d'Apex Freight Solutions. Pas de mail, pas d'appel téléphonique, pas de demande de modification du système. Ils avaient appris à rester silencieux. Le vendredi matin, un nouvel email est arrivé d'un autre expéditeur. Objet. Discussion sur le partenariat stratégique, proposition de nouvelles conditions. De la part d'une certaine Patricia Wells, vice-présidente de la stratégie d'entreprise. Quelqu'un de dépêché spécifiquement pour gérer les suites, sans mentionner le nom d'Amanda Pierce nulle part dans la correspondance. L'offre était substantielle. Contrat exclusif de 3 ans, rémunération améliorée, considération prioritaire pour les futurs projets d'expansion. Langage professionnel, ton respectueux, reconnaissance de la propriété intellectuelle. J'ai lu le document 2 fois, puis j'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à rédiger ma réponse. Nouvelles conditions, protection plus stricte, clause de propriété en béton. Armée. Aucune place pour de futurs malentendus sur qui contrôle quoi. 2 semaines plus tard, le contrat signé arrivait dans ma boîte de réception. Chaque clause était exactement telle que je l'avais écrite.
Pas de modification, pas de négociation, pas de reformulation d'entreprise. Le nom d'Amanda Pierce ne figurait nulle part sur la page de signature. J'ai fermé mon ordinateur portable, et je suis allé dans mon atelier. Le panneau de contrôle bourdonnait doucement. Tous les indicateurs étaient au vert. Le réseau de fret de Memphis circulait fluidement sous ma direction. Les nouvelles circulent vite dans les cercles logistiques. À la fin du mois, j'avais reçu des demandes par email de la part d'entreprises de Nashville, Atlanta et Birmingham. Toutes posaient des variations de la même question: êtes-vous disponible pour des projets de développement de systèmes? Je n'étais pas naïf. Ils avaient entendu parler de Memphis. Ils savaient ce qui arrivait quand quelqu'un essayait de voler une infrastructure personnalisée à un vétéran de la logistique. De l'armée, qui comprenait la différence entre utiliser quelque chose et le posséder. Cette réputation valait plus que n'importe quelle campagne de marketing que j'aurais pu acheter. J'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à taper un nouveau document. Accord de service standard 2025. Système de transport Marcus Thomson. Les fondations étaient solides. Il était temps de passer au niveau supérieur.